Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler du transfert de Trae Young aux Wizards, des difficultés relatives du Thunder et des Knicks et de la défense de Rudy Gobert. Sans tarder, c'est Charles que j'accueille immédiatement. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Comment ça va mon Charlie ? Bah écoute, très bien, et toi ? Ouais, ça va, écoute, c'est la course, hein. C'est la course. C'est un peu la course, ouais. Hein, t'as vu, il faut allier les problématiques personnelles, professionnelles, le podcast, la vie de famille, tout ça. Mais on y arrive, on est là, on est présent. Ce qui est drôle, c'est que les auditeurs savent pas, des fois, les galères incroyables qu'on vit pour mettre en place tout ça. Comme aujourd'hui, par exemple, on taira les raisons exactes, mais c'est très drôle parfois ce qui se passe en coulisses, laissez-moi vous le dire. Ah ouais, là ça s'est joué à 3-4 minutes, je pense, à peu près. Ouais, voilà, il y aurait pu ne pas avoir de podcast du tout. Laissez-moi vous le dire. Mais on est là, chers auditeurs, on est vendredi matin, vous nous écoutez. Petit point d'actualité avant de passer au transfert de Trae Young. Charlie, Denver vient de battre consécutivement les Sixers et les Celtics sur la route. Voilà, Charlie, on joue le titre. Zig Nnaji, incroyable. Jalen Pickett, incroyable. Ça fait plaisir. Voilà, je voulais juste me réjouir devant toi. Je rappelle aux auditeurs quand même qu'il y a 4 jours, tu parlais de se faire éliminer au play-in et maintenant ça joue le titre. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est incroyable. Franchement, c'est inattendu ces résultats. Et écoute, tant mieux, hein. On n'a jamais envie de voir une équipe s'effondrer à cause des blessures. Donc ça fait plaisir de voir cette résilience. Ouais, ce qui m'a fait plaisir, c'est l'ambiance sur le banc. C'est la détermination de ces joueurs et le fait que cette équipe fasse vraiment corps. Tu sens il y a une vraie concentration, un vrai esprit de groupe. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir ça. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler exactement. Là, il y a Christian Brown et comment il s'appelle, Aaron Gordon, qui ont clairement besoin de reprendre le rythme. Ils sont pas du tout dans le rythme du match, ce qui est pas normal. Aaron Gordon, son mollet là me fait quand même un peu transpirer. Mais écoute, je suis ravi de voir ça. Et là, en plus, on a les premiers rapports concernant Jokic qui dit qu'il devrait bel et bien être de retour d'ici la fin janvier, qu'il est en avance sur sa récupération, qu'il ne sera pas précipité, bien évidemment, pour revenir. Mais ça me fait plaisir, Charlie. Je suis très content. Bah oui, je comprends bien. Effectivement, vu les résultats, il y a absolument aucune urgence. Le plus important là, c'est de prendre son temps, que tout le monde soit en forme au bon moment. Ils sont encore sur le podium à l'Ouest malgré l'hécatombe de blessures. C'est remarquable. Ouais, tout à fait. On va parler au gros morceau, donc qui s'est déroulé aujourd'hui. Trae Young qui a été envoyé à Washington, c'est un jour particulier dans la vie des fans des Hawks, très clairement. Trae Young aura été leur franchise player ces 8 dernières années. Il les a conduits en finale de conférence en 2021 avec un parcours exemplaire en play-off. Là, il part donc aux Wizards de Washington. Les lacunes défensives du meneur de jeu, couplées à l'émergence de Jalen Johnson, comme le nouveau visage de la franchise, a poussé Atlanta à se séparer de Trae Young, dont l'impact était négatif sur les résultats de l'équipe depuis un moment. Manifestement, le marché autour du meneur était faible. Il y a eu des tentatives pour l'envoyer à Minnesota, à Brooklyn. Aucune des deux équipes n'a donné suite. Sacramento a également été approché dans un échange éventuel avec Zach LaVine. Mais là encore, ça n'aurait mené à rien. C'est finalement les Wizards qui se sont positionnés avec un deal impliquant CJ McCollum et Corey Kispert sans aucun pic de draft dans l'opération. Donc on est vraiment sur du salary dump pur et simple côté Hawks. Preuve que la valeur de Trae Young sur le marché était particulièrement basse. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui étaient choquées par ça et je les comprends. Les Hawks parient sur l'avenir avec la possibilité de faire venir un autre joueur d'ici la date limite des transferts, pardon. Anthony Davis reste sur toutes les lèvres actuellement. Les Wizards, eux, comblent un besoin, celui de disposer d'un créateur capable d'ordonner les choses sur le terrain, avec les jeunes talents qui composent l'effectif. Et pourquoi pas passer un cap dans leur évolution. Charles, ton premier sentiment sur cette opération entre les Hawks et les Wizards ? Bon, déjà, comme tu l'as dit, pour ceux qui se demandaient où en était la cote de Trae Young, ce trade est une réponse assez claire et assez violente. Comme tu l'as dit, c'est du pur salary dump. Il n'y a pas un choix de draft dans l'histoire.
en partant du principe qu'on parle d'un multiple All-Star de 27 ans, le franchise player de cette équipe ces dernières années, c'est une contrepartie d'une faiblesse abyssale. Alors évidemment, il y a des raisons à ça, hein. Sa situation à Atlanta, sa situation contractuelle, je l'entends tout à fait, mais symboliquement, ça reste quand même assez violent. Alors après, visiblement, il n'y a pas de souci de son côté, hein. D'après ce qu'on a pu comprendre, il n'a pas l'air malheureux du tout de la situation. Ça donne aussi un peu l'impression qu'Atlanta l'a envoyé là où il voulait, peut-être. Ouais, j'ai un doute là, j'ai un doute personnellement là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est vraiment sauver la face qu'ils essayent de faire tous là. Bah après, J'ai du peut-être. mal à croire que ce soit à 200% son choix quoi. Bah, tu sais, après son choix, il peut peut-être avoir été motivé par le simple fait que Washington le désirait vraiment, ce qui était Oui, pas complètement. forcément le cas, tu vois. Ça, je l'entends. Ça peut tenir peut-être juste à ça. Donc je sais pas si, finalement, je sais pas si la contrepartie était, c'était évidemment le volet le plus important du trade pour les Hawks, mais je me demande à quel point, tu vois, il y a eu aussi la volonté de faire les choses de manière apaisée, de manière la plus classe possible vis-à-vis d'un joueur qui a quand même, tu l'as dit, qui est hyper important pour la fanbase. Et d'ailleurs, les réactions que moi j'ai pu voir de la fanbase des Hawks, c'était plutôt apaisé, tu vois, c'était plutôt, ça a l'air d'être bien passé, même si évidemment c'est un joueur, comme tu l'as dit, qui est important. Moi, j'avoue que, bah, en fait, j'attends de voir ce que va faire Atlanta derrière, parce que si l'idée c'est de développer leur jeune autour d'un leader qui est Jalen Johnson, ça me parle plutôt, j'ai envie de suivre, j'ai envie de voir la suite. Par contre, si l'idée c'est de poursuivre dans le projet que plusieurs insiders leur ont prêté, notamment Shams Charania, à savoir mettre la main sur Anthony Davis en utilisant notamment le contrat de Porzingis, bah, je suis pas sûr de trouver ça génial, parce que Anthony Davis, il va avoir 33 ans dans quelques semaines, et il a une player option à 62 millions, mais la logique pour lui, ce serait de signer un dernier gros contrat. Et franchement, je suis désolé, mais si l'idée d'Atlanta, c'est de bouger Trae Young pour filer une extension max à un Anthony Davis de 33 ans, bah là, je suis quand même pas très convaincu, moi, personnellement. Je te rejoins absolument là-dessus, effectivement. Pour reparler de Trae Young, tu as tout à fait raison de souligner le fait que le package qui a été mis en place est quand même assez choquant. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, Drew Holiday, par exemple, a été transféré. Il y avait un premier pick de draft, il y avait des pick swap. Euh, donc, c'est quand même ultra bas pour Trae Young. Donovan Mitchell, quand il est parti d'Utah, donc il y avait Lauri Markkanen et il y avait trois premiers picks et deux swaps. Aucun des deux n'a la production statistique qu'a Trae Young. Et Trae Young, c'est 13e joueur dans le all-time en termes de scoring, en termes de moyenne au scoring, et troisième dans la moyenne aux passes décisives. Donc c'est pas rien quand même. C'est pas un joueur. Parce qu'on a l'impression un petit peu que Trae Young, c'est limite une purge tout d'un coup, mais pas du tout quoi. Mais c'est clair. Alors, il est pas très, il manque d'efficacité depuis quelques temps en termes de attaque et défense. Malheureusement, il n'est pas très efficace dans les deux domaines. Malgré tout, c'est un joueur, comme on l'a dit et répété à plusieurs reprises, c'est un joueur qui a prouvé qu'il était capable d'emmener un club. Enfin, je veux dire, d'une franchise. C'est un joueur qui, à 22 ans, est en train de marcher sur le Madison Square Garden. C'est un joueur qui a porté une équipe jusqu'en finale de conférence, quand bien même on peut trouver des raisons, des excuses pour expliquer le parcours des Hawks cette saison-là. Il l'a fait, et encore une fois, je le dis et je le répète, il y a plein de joueurs historiques qu'on adule tous autant que nous sommes en tant que fans NBA, qui n'ont jamais réussi à faire ce qu'il a fait. Donc ça, on lui enlèvera jamais ce truc-là. Il a 27 ans, il a encore de belles années devant lui. Voilà, je pense qu'il faut respecter le joueur qu'est Trae Young. Là, aujourd'hui, je pense qu'ils étaient effectivement avec les Hawks à un moment où c'est mieux pour les deux côtés, les deux parties, de se séparer aujourd'hui. Et, euh, et Atlanta, comme tu l'as dit, miser sur Jalen Johnson, faire le pari de la jeunesse, continuer à construire sur cette jeunesse-là
et voir ce que tu peux retirer. Je pense que Porzingis reste une monnaie d'échange. Qu'est-ce que tu peux obtenir pour lui sur le marché des transferts? Au pire, tu as un soulagement financier à la fin de la saison si tu trouves pas preneur et des options correctes d'ici là. Faire venir Anthony Davis, ça me semblerait totalement stupide, ça les gens le savent aussi. Moi, s'il y a un deal qui pourrait avoir du sens côté Hawks, ce serait éventuellement aller choper un joueur comme Kobe White à Chicago pour le faire venir. Ça, pour moi, ça a du sens. Le reste, voilà, Anthony Davis, pas du tout. Je me suis déjà exprimé sur ce dossier récemment. Absolument pas côté Hawks, quoi. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Et c'est vrai que moi, l'autre élément qui m'intéresse un peu dans ce trade, c'est un élément qui concerne d'autres équipes. C'est qu'on sait très bien que Trae Young n'est pas le seul joueur qui est susceptible d'être tradé et pour lequel le marché est très limité. Le problème, c'est que là, c'est un signal qui est envoyé qui est assez terrible pour les autres franchises, tu vois, Jersey. Si t'as un joueur sur lequel il y a pas beaucoup, il y a un marché qui est très limité et que tu veux absolument le trader, tu vois ce mouvement-là, tu te dis mais est-ce que moi je suis prêt à accepter ça pour mon propre joueur? Est-ce que ce trade-là, si tu veux, il va servir de baromètre à d'autres mouvements qu'on pourrait avoir dans les prochaines semaines? C'est pas rassurant, je trouve quand même. Enfin vraiment, je pense que les gens doivent bien comprendre à quel point c'est une contrepartie c'est le néant. C'est vraiment le néant par rapport aux joueurs dont on parle. Et en même temps, toi et moi, on avait déjà parlé de ça avec le principe de la nouvelle convention collective et ces deux paliers extrêmement punitifs à partir du moment où tu dépasses le premier palier et surtout le second palier, où tu es complètement bloqué en tant que franchise dans les moves que tu peux mettre en place pour essayer d'améliorer et de construire ton effectif. D'ailleurs, on entend de plus en plus de voix, que ce soit chez les joueurs ou parmi les front office des différentes franchises, de plus en plus de voix qui se montrent assez critiques sur le fait, notamment, déjà évoqué aussi dans le podcast, notamment du fait que quand tu es une franchise, que tu draftes bien, que tu développes des joueurs, tu devrais pouvoir garder ces joueurs-là. Moi, je suis tout à fait pour cette idée-là. Autant qu'un club qu'une franchise, pardon, soit bloquée pour faire venir des talents, en veux-tu, en voilà, parce que c'est une franchise qui a de l'argent et qui a les moyens et qui n'a rien construit. Ça, je suis pas contre cette idée. Par contre, faciliter le fait qu'une équipe puisse garder les talents draftés et développés à l'intérieur de son programme, ça, j'aimerais que ça soit compris dans une prochaine convention collective. Mais j'ai l'impression qu'avec Trae Young, et de plus en plus de contrats d'ailleurs qu'on a déjà vu cet été et qu'on va cesser de voir venir, que ce soit la date limite des transferts là et l'été prochain, il y a comme un rééquilibrage du marché des transferts, un rééquilibrage des contrats, et on va voir de moins en moins de joueurs comme Trae Young qui sont pas des franchise players indéniables. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont pas des valeurs sûres et certaines en tant que joueur pilier autour duquel tu vas construire ton effectif. Je pense que ces joueurs-là vont être les premiers à souffrir de ces réajustements. Bah, en fait, moi je me demande à quel point on va pas de plus en plus se diriger vers un modèle où en fait les seuls vrais franchise players, enfin les seuls qui vont mériter un vrai contrat max, c'est des joueurs qui sont capables d'être influents des deux côtés du parquet en fait. Je veux dire, aujourd'hui, filer un contrat max à un mec qui n'est capable d'être influent que en attaque, ça devient extrêmement risqué. Alors sauf évidemment si tu parles d'un mec comme Luka Doncic, où là on est en train de parler d'un talent générationnel, mais pour le reste, ça devient vraiment compliqué. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Et comment tu vas pouvoir garder certains talents qui sont, voilà, qui sont pas un talent digne franchise player, mais tu as certains joueurs, notamment, je sais pas quel exemple on pourrait donner, mais là, il y a beaucoup de discussions, par exemple, sur le contrat de Bam Adebayo, ou Tyler Hero au Heat, ou Jalen Williams, qui fait beaucoup de discussions, on en parlera tout à l'heure dans le cadre du Thunder. Tu offres des contrats très élevés à des joueurs comme ça, tu te lies financièrement à ces joueurs-là, tu sais très bien que si tu leur offres pas ce contrat-là, quelqu'un d'autre va le faire.
Oui. Mais c'est un talent que t'as développé, c'est un talent que t'as drafté, c'est un talent que t'as envie de garder, sur lequel t'as envie de pouvoir capitaliser. Il y a plein de petites subtilités aujourd'hui comme ça on va voir comment la ligue va se réajuster autour de ça, comment les franchises vont se réajuster autour de ça. Mais clairement, stratégiquement parlant, dans la construction d'un effectif, on n'est pas au bout de nos surprises, je pense, par rapport à ce qu'on va voir. Là, Ouais, Vas-y. non, non, pardon, non, mais en fait, j'allais juste te dire, et on va aussi voir comment les Wizards vont s'en sortir, parce que, Hmm. en théorie, si Trae Young finit à Washington, c'est aussi parce que Washington peut le payer dans les années qui viennent, peut lui filer le contrat qu'il veut. Est-ce que Washington va être capable, malgré la convention collective actuelle et malgré le profil de Trae Young, de construire une équipe autour de lui, autour d'un profil comme le sien? euh, en fait, c'est vraiment pas facile aujourd'hui de faire fonctionner une équipe autour d'un profil comme Trae Young. C'est un de ces mecs, on sait très bien qu'il faut construire autour de lui, il faut des mecs capables de compenser son inefficacité défensive. C'est Washington s'engage pas dans la voie la plus facile. Washington ne s'engage pas avec Trae Young en tant que franchise player, tout Alors là, simplement. Trae Young, il a 27 ans. Là, il débarque. Eux, ils n'ont aucun problème financier aujourd'hui. Ils peuvent tout à fait digérer et son contrat et, euh, et sa player option à quasi 49 millions pour la saison prochaine. Pour eux, il n'y a aucun problème. Il y aura peut-être une discussion sur une renégociation, enfin son extension de contrat que les Hawks lui ont refusé, à voir quel prix il va demander. Aujourd'hui, les Wizards ne sont pas sur un objectif à 3 ans, quoi, à 3 saisons. d'accord, mais pour Ils ont moi, il faut largement le temps et ça dépendra des négociations avec Trae Young. Si Trae Young se montre beaucoup trop gourmand financièrement, ils pourront toujours lui dire, eh ben, écoute, ça ne nous intéresse pas. Là, aujourd'hui, ce qui est certain côté Wizards, c'est qu'ils ont Trae Young au moins pour 2 ans. Trae Young va très certainement opter pour son option parce que personne ne lui offrira 49 millions. Aujourd'hui, ça c'est à peu près clair. Personne ne lui donnera cet argent-là, donc il va prendre l'argent pour sa dernière année de contrat. Là, aujourd'hui, on est à peu près sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Washington, enfin, ça, c'est mon opinion, hein, que Washington va jouer cette saison-là. Il ne faut pas oublier que Washington, ils ont un pic protégé top 8 qui, s'il n'est pas top 8, il partira au Knicks. Donc, ils n'ont aucune intention de gagner des matchs cette saison, qu'on soit bien bien sûr. d'accord avec ça. S'ils chopent leur pic top 8 protégé, ça se transforme en second tour 2026 et second tour 27 pardon, pour les Knicks. Donc ça, c'est plutôt l'option qui les arrange. Euh, donc là, les Wizards, ils n'avaient pas de meneur de jeu à proprement parler. Ils se retrouvent tout d'un coup avec un meneur de jeu élite, quoi qu'on en dise, très bon créateur de jeu, très bon distributeur de jeu, qui a fait beaucoup de progrès dans ce secteur-là ces dernières années. Bon, il perd beaucoup de ballons, mais à voir. De toute façon, les Wizards, ils sont nuls en attaque et ils sont nuls en défense. Donc l'impact, quoi qu'il arrive, ils s'en contrefichent. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est d'avoir un meneur compétent pour voir comment ça va jouer avec Alex Sarr, avec Koulibaly, avec Keishon George, avec Bud Carrington, avec tous leurs jeunes, avec Trey Johnson, avec tous ces jeunes joueurs-là, comment un meneur compétent est capable de jouer autour de ces talents-là. Il faudra quand même trouver le moyen de perdre les matchs, quoi qu'il arrive. La saison prochaine, c'est peut-être une autre opération qui attend Washington. Là, l'objectif peut être, comme c'est le cas avec les Hawks depuis plusieurs saisons, comme on le voit avec les Bulls de façon quasiment éternelle depuis, depuis plusieurs années maintenant, c'est de jouer éventuellement une place pour le play-in et de qualifier cette équipe pour une éventuelle 8e ou 7e place en play-off pour commencer une première phase d'évolution dans la progression de leurs jeunes talents. Nourrir enfin des premières ambitions play-off pour ce groupe-là. Mais aujourd'hui, les Wizards ne prennent aucun risque en faisant venir Trae Young. Sauf dans la renégociation du contrat. Si demain, il lui offre un contrat max avec 5 années de contrat, là, on pourra rediscuter de la pertinence de ce choix-là. Mais quand tu vois le capital draft des Wizards, il est extrêmement sain
les finances sont extrêmement saines. Le joueur convoité à la draft en juin prochain, on le connaît, c'est Darren Peterson de l'université de Kansas. Il faut noter également qu'il y a Travis Schlenk qui était autrefois au front office des Hawks, qui a drafté Trae Young à Atlanta et travaille aujourd'hui pour les Wizards. Les Wizards, comme on l'a déjà dit toi et moi, depuis 2023, ont engagé Michael Winger et Will Dawkins qui travaillaient avant au Thunder. Et si tu regardes un petit peu ce qui se passe depuis 2-3 ans, franchement, le travail est assez incroyable. Ils se sont foirés sur Deni Avdija, très clairement. Hein. Bon, après, Deni Avdija, on peut dire qu'il a une saison coup de chaud. On verra dans le long terme si c'est vraiment une grosse erreur de la part du front office ou pas. Ça arrive, voilà. Mais il faut quand même rappeler, et je terminerai là-dessus et je te passe la parole ensuite, qu'ils ont transformé Bradley Beal en Chris Paul en Jordan Poole en CJ McCollum et CJ McCollum en Trae Young. Dans l'opération, depuis le temps, ils ont récupéré des pics de draft, des swaps, ils ont complètement assaini les finances. Je pense que les Wizards, c'est une très bonne opération, tout ce qui est en train de se passer. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir parce que j'écarte pas l'idée, si tu veux, que déjà moi, si Trae Young joue très peu là sur la fin de saison, ça ne m'étonne pas. D'abord parce que effectivement, tu l'as dit, c'est important d'avoir un très bon pick l'année prochaine. Si effectivement ils veulent Peterson, bah ils ont même tout intérêt à avoir un énorme pick parce que je crois que Darren Peterson, il est quand même annoncé top 3 sûr et certain. Donc vous-même avoir un top 8, ça suffira pas forcément. Le top 8, ça leur permet de garder au moins de garder le pic de draft. Oui, mais si tu veux Darren Peterson, tu dois être beaucoup plus haut que top 8. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils perdent des matchs à tour de bras. Voilà, donc moi ça m'étonnerait pas tant que ça déjà que Trae Young ne joue pas, et surtout en fait, je pense sincèrement, connaissant un peu le joueur qui est Trae Young et le contexte de Washington la saison prochaine, où tu l'as dit, il y aura pas trop de pression de résultats, il y aura du développement de jeunes, etc. Trae Young l'année prochaine, il est tout à fait capable de nous faire une contracture. Ouais. Une bonne contracture à pas loin de 30 points par match, ça va devenir compliqué de pas lui filer le contrat qu'il veut après, tu vois. Peut-être. Donc moi, c'est juste ça qui pose un peu question. L'autre chose, c'est que je suis pas convaincu que le coaching staff actuel des Wizards soit capable de faire fonctionner une équipe autour d'un profil comme Trae Young. Alors, je vais attendre de voir, hein, ce serait pas la première fois que je me plante complètement sur un coach, mais c'est un peu, moi, le seul élément... si l'année prochaine Trae Young nous fait une énorme contracture, il faudra quand même faire attention. C'est un peu un piège de lui filer un contrat max, je pense, dans la situation des Wizards. Après, Young, il est pas aligné en termes de timeline avec le Young Core que Washington veut développer. Donc, est-ce que leur idée, de toute façon, c'est pas de faire une vraie transition avec lui en attendant de voir, juste de libérer de la place dans le cap à la fin de son contrat dans 1 an et quelques. On verra, mais moi je suis pas si convaincu de la pertinence du move pour Washington si derrière ça débouche sur un vrai gros contrat. Je suis d'accord avec toi. Si demain, effectivement, il lui offre un truc qui ressemble à un contrat max avec plusieurs années rattachées au truc, surtout qu'il a, donc il a 27 ans, il rentre dans son prime, Ouais. Trae Young. Mais si tu lui offres un contrat qui le mène jusqu'à ses 32 ans, sachant qu'il est quand même dans une chute en termes de production depuis quelques saisons maintenant, bon, effectivement, là, on reparlera de la pertinence de ce truc-là. Pour l'instant, moi, si je m'en tiens aux données qu'on a en face de nous, c'est une manière pour les Wizards de mettre un vrai meneur auprès de leurs jeunes talents, ce qui va permettre de voir un petit peu aussi, donc voilà, Alex Sarr, je pense qu'Alex Sarr va être un des premiers bénéficiaires de la présence de Trae Young. Ça, je suis d'accord. Trey Johnson, pareil. Pour moi, le noyau dur aujourd'hui des Wizards, c'est Trey Johnson, Alex Sarr, peut-être Keyshawn George. Le reste, ça peut tout à fait bouger. Y a pas de, je pense pas qu'il soit attaché à d'autres joueurs dans le. Sois pas méchant avec Bilal. C'est pas que je suis méchant avec Bilal, c'est que d'un point de vue réaliste, Alex Sarr et Trey Johnson sont deux potentiels joueurs autour desquels tu peux construire. Ouais, les autres sont plutôt des pièces que tu peux changer, interchanger, échanger
modifié, il n'y a pas trop de problèmes, je pense. Après, savoir développer ces jeunes-là, ça reste important justement dans l'optique de faire éventuellement des échanges, récupérer d'autres assets à voir à l'avenir. Mais pour moi, l'objectif des Wizards aujourd'hui, c'est de mettre un meneur de jeu dans cette opération. Et Dieu sait qu'ils souffraient du manque total de créateurs de talent jusqu'alors. Ah oui, énormément. Et c'était néfaste, je pense, pour les jeunes talents qui composent cet effectif. Aujourd'hui, ils vont avoir un joueur qui a de l'expérience, qui en plus, je pense, va arriver avec un état d'esprit plutôt positif, avec la volonté. Si tu écoutes aujourd'hui Zachary Rizaché, même Nickel Alexander Walker, qui explique que c'est grâce à Trae Young enfin c'est parce que Trae Young l'a contacté qu'il a désiré signer aux Hawks, et ça s'est terminé que c'est aussi la raison pour laquelle Trae Young s'en va aujourd'hui. Mais tu vois que Trae Young a beaucoup évolué dans son rôle de leader Ouais. dans la franchise des Hawks. C'était quelque chose sur lequel il était attendu. Exactement. Et là, je pense que les Wizards vont bénéficier du meilleur visage de Trae Young à ce niveau-là. Donc, peut-être pas cette saison. Je pense que cette saison, encore une fois, l'objectif des Wizards n'est vraiment pas d'aller remporter des matchs. Peut-être qu'on va voir par-ci, par-là des bribes de ce que ça peut donner. Mais très vite, s'ils commencent à trop gagner, à remporter trop de matchs, tu peux être sûr qu'ils vont trouver le moyen d'en perdre, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à en gagner c'est clair. Des matchs. Par contre, la saison prochaine, très sincèrement, la saison des Wizards, ça peut vraiment valoir le coup de jeter un vrai regard là-dessus, quoi. Je serais le premier à être très excité par ce que ça peut donner. Oui, non, mais tout à fait. Effectivement, rien que les bénéfices de la présence de Trae Young sur un mec comme Alex Sarr, ça donne effectivement envie de voir. Tellement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et comme tu l'as dit, oui, les mots de Rizaché pour parler de Trae Young après son départ, c'est des mots qui sont forts, pardon. On sent qu'il est vraiment très très proche. C'est bien parce que effectivement ces dernières années on en a parlé du leadership de Trae Young. On avait dit que c'était quelque chose sur lequel il devait absolument progresser, qu'il était très loin d'être irréprochable en la matière. Il était même critiqué parfois en interne à Atlanta. Donc ça c'est très positif de voir ça. Ouais, il y avait cette réputation que les joueurs n'aimaient pas jouer avec lui en fait. Ouais, tout à fait. Qu'il n'avait pas la bonne attitude, qu'il était presque arrogant et puis, il faut dire que c'est quand même un joueur. J'étais tombé sur une stat. Quand il est sur le terrain, il tient le ballon 41% du temps en attaque. Quand c'est un joueur qui, en plus, qui a tendance à prendre des tirs un peu débiles, où tu te dis, franchement, c'est abusé de prendre ce tir-là, essaye de faire autre chose. Il y a un moment, c'est vrai que Trae Young, c'était un peu une caricature aux Hawks. Il se prenait pour Steph Curry, mais il était très loin d'être Steph Curry, quoi. Ouais. Donc voilà, je peux comprendre la frustration de certains joueurs qui évoluaient à ses côtés. Maintenant, il faut pas oublier que Trae Young a joué dans une équipe d'Atlanta qui, à un moment, offensivement, était dans le top 10, voire top 5, il me semble, de la ligue. Ça a existé, ça aussi. Donc, on peut pas nier cet impact qu'il a pu avoir du côté d'Atlanta. Le parcours en play-off, on en a déjà parlé. Voilà, il a quand même des réussites dans son parcours aux Hawks, Trae Young, qu'il faut reconnaître. Et c'est un joueur qui, je pense, peut avoir comment dire, la volonté et il a le talent, je pense, pour montrer que on aurait tort de le sous-coter, quoi. Ah bah oui, non mais c'est clair. Moi j'espère que là il a le couteau entre les dents. Hein. J'espère effectivement. Moi là, c'est pour ça que moi je te dis l'année prochaine, s'il est en contracteur, moi je m'attends vraiment à une très 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 grosse saison de Trae Young, parce qu'il n'y a pas seulement le contrat en ligne de mire, il y a aussi un peu le fait de laver son image, quoi. Parce que là effectivement le symbole de ce trade, il est terrible pour lui. Oui, on va pas se mentir, clairement, c'est tout à fait ça. Ouais. Là, c'est vraiment une claque. Quand tu vois certains parler de Trae Young, t'as l'impression que le gars,
Ouais, mais c'est ça. Et Ouais, en plus, on sait très il bien. vaut absolument rien. Enfin, que dès qu'il est dans ton équipe, tu vas couler. Et on sait très Alors que bien ce qui qu'en est remis NBA, en c'est question, important. c'est son statut. Oui, c'est ça. Est-ce que Trae Young est un joueur qui vaut 50 millions? Probablement pas dans la NBA d'aujourd'hui, non, Mais on effectivement. sait très bien, si tu veux, qu'en NBA, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, tu vois. Et si l'année prochaine, Trae Young fait une grosse saison et que les Wizards, tout à coup, réussissent à fonctionner avec lui, tu peux être sûr que pendant les 20 prochaines années, les fans des Wizards, ils vont dire aux fans des Hawks, mais vous savez qu'on l'a eu contre CJ McCollum, le mec, genre, Mais tu vois, carrément. tu vois, c'est un truc qui va Mais rester. t'as tout à fait raison. C'est Mais t'as tout à fait potentiellement un raison. trade qui va marquer sa carrière à Trae Young. Et qui pourrait être une tâche sur comment dire, le tableau des décisions du front office des Hawks en disant, Tout à mais attends, fait. les gars, vous avez transféré le visage de votre franchise pendant quasiment 10 ans Pour du salary dump. pour un sneaker, c'est un paquet de cacahuètes, quoi. Ouais, et un vieux paquet de cacahuètes. Donc, bon, on verra ça. Mais très, très fascinant comme décision. Pour terminer, j'aurais quand même. Enfin, je vais juste rappeler les Hawks. Aujourd'hui, l'objectif des Hawks pour moi, c'est faire les playoffs cette saison pour accélérer la progression des jeunes. Ils ont ce pic là des Pelicans qui est une espèce d'incroyable. C'est le pic de draft le plus incroyable de toute la saison, t'as l'impression. Et ça l'est, hein, quelque part. C'est le front office vit là-dessus pour l'instant. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont eu aucun problème à ne rien prendre pour Trae Young en échange. Ils avaient déjà la part du lion dans leur besace. J'ai vraiment hâte de voir si la rumeur Anthony Davis se concrétise ou pas. S'ils font ça, franchement, tu vas m'entendre, mais je vais passer un podcast entier à descendre cette décision, quoi. Je ne comprendrais pas d'aller d'aller s'encombrer d'un contrat à 60 millions d'un joueur qui est tout le temps blessé. Je ne comprendrais pas ça. Surtout que s'ils le font, ils pourront pas utiliser ni les contrats de Kispert, ni les contrats de ni le contrat de CJ McCollum pour faire le truc. Donc, grosso modo, le package, ça serait Porzingis, ok, ça coule, mais ça serait aussi Rizaché et le contrat expirant de Luke Kennard qui partirait à Dallas. Explique-moi la pertinence de cette décision, quoi. Je ne comprends pas. Bah, je comprends pas non plus, mais Shams Charania en a remis une couche après Mais le oui, trade de Trae Young, hein, donc ça semble quand même être l'objectif. Alors après, visiblement, ils sont pas prêts à tout pour le faire. Hein. Si j'ai bien compris, ils refusent d'inclure un mec comme Rhys Haché dans le trade, ce qui est probablement tant mieux pour eux, mais ah, je sais pas je si suis c'est... pas tombé sur cette news-là. Finalement, il refuserait Rizaché. Bah, il y a quelques jours, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais lu, effectivement, c'est qu'Atlanta ne souhaitait pas inclure Rhys Haché dans l'histoire. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on parle d'un package autour de Porzingis et de Kennard. Mais, mais bon, en fait, que tu inclus Rizaché ou pas, pour moi, Anthony Davis, à 33 piges, si tu lui files une extension max, tu fais une connerie, quoi qu'il arrive, quoi. Ah, mais complètement, mais ce serait débile, mais... Et puis, on l'a déjà dit, ça, Charlie, ça ne matche pas du tout la timeline Non. des Hawks. C'est-à-dire, tu te prends un gars qui a 32 piges, qu'est-ce que tu veux faire? Même si on considère que la conférence Est est à peu près ouverte, entre guillemets, qu'est-ce que tu vas faire avec Anthony Davis? Est-ce que Anthony Davis est vraiment le gars qui t'emmène en finale NBA et éventuellement au titre? Je pense pas, non? Non, non, et puis en plus, c'est plus 33 que 32, hein. Son anniversaire, c'est dans à peine un mois, je crois, un truc comme ça, donc... Hmm. Puis t'as plutôt intérêt d'aller allumer un cierge dans l'église la plus proche de chez toi, parce que je vois pas comment tu peux espérer un seul instant que ce mec-là qui se pète systématiquement ne se pète plus tout d'un coup. Enfin, peut-être qu'il y a des très bons hôpitaux à Washington, hein, on sait pas. à Atlanta. Oui, pardon, à Atlanta, ouais. Je sais pas, ouais, non, mais enfin, franchement, on verra ce qui se passera. On aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, là, on va attaquer la période des transferts. Je pense que je sais pas si ce move de Trae Young va être le point de départ, le premier domino qui va lancer le reste, mais on verra ça. Ouais, On moi, va je pense que ça va être plus calme que ce qu'on pouvait penser. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on verra si on se trompe ou pas, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que les complications salariales, il y a beaucoup d'équipes qui se sont positionnées pour l'été 2026.
si tu regardes un petit peu les comptes des uns et des autres, il y a beaucoup de deals qui auront plus de sens à faire cet été que maintenant. Ouais, et puis Giannis, qui était quand même le dossier qui faisait saliver tout le monde, a été très clair dans une interview là à The Athletic, il ne veut pas partir, quoi. Donc, Hmm. Non, en tout cas, il a dit que c'est pas lui qui demanderait quoi que ce soit. Donc, ouais, il a dit tant qu'ils veulent de moi, je reste. Ça veut quand même voilà. dire qu'il veut pas partir. Ouais, mais Ah non, hein, ça suffit. On a dit il faut être clair, il a été clair. je sais pas. Il y a toujours les trucs en sous-main. Hein, je sais pas entre la posture et les deals qui se passent en coulisses et voilà. J'ai toujours un doute moi personnellement. Donc on verra ça. On va parler des Knicks et du Thunder, deux équipes qui font figure de favoris pour le coup pour atteindre les finales NBA cette saison. La première, OKC, a débuté la saison avec un bilan de 24 victoires pour une défaite. Il semblait invincible il y a encore quelques semaines, capable de battre le record des Warriors de 2016 de 73 victoires. Ils ont enchaîné depuis un bilan à 7 victoires et 6 défaites, et donc un peu la douche froide pour certains. Les Knicks, eux, sont à 4 victoires et 4 défaites depuis Noël. Leur niveau défensif suscite de plus en plus l'inquiétude, et certains se demandent s'ils ne devraient pas être actifs sur le marché des transferts afin de trouver des solutions avant qu'il ne soit trop tard, justement pour exploiter un petit peu cette conférence Est qui n'est pas aussi compétitive qu'on pourrait le croire, notamment parce que les Pacers sont hors jeu avec la blessure de Tyrese Haliburton. Euh, James Dolan, le propriétaire, a affirmé que rien n'était prévu, que l'équipe resterait en place telle qu'elle est constituée actuellement. Charles voulait avoir un petit peu ton avis, ton niveau d'alerte concernant chacune de ces deux équipes. Est-ce que tu as des conclusions à tirer de ce passage délicat, pardon, pour l'une et l'autre, ou est-ce que c'est juste un léger malaise temporaire dans une saison qui est encore longue? Bah écoute, pour OKC, ouais, tu l'as dit, il y a eu 6 défaites entre la mi-décembre et maintenant, et c'est vrai que même là, sur leur dernier match là, face à Utah, on peut presque Terminé parler en, d'une en victoire. prolongation. Ouais, c'est ça, c'est presque miraculeux. Il a fallu aller en overtime, il a fallu un match XXL de Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, qui a marqué le panier pour envoyer le match en prolongation, justement. Ouais, puis qui a mis 46 points, je crois, un truc comme ça. Ouais, 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 c'est non, ça, mais 46. Ouais, non, mais ouais. c'est, voilà, bon, c'est clair qu'on s'attendait pas forcément à ça, parce qu'ils apparaissaient comme un rouleau compresseur, mais en même temps, on l'a souvent rappelé, une saison régulière, c'est long, c'est très long, c'est impossible de maintenir le même niveau d'intensité du début à la fin, il y a forcément des passages à vide. Écoute, sur les 6 défaites, il y en a 3 face à San Antonio, qui est clairement une équipe qui a su trouver comment poser des problèmes au Thunder. Ensuite, enfin, avant ça, tu perds contre les Wolves. Ensuite, il y a une défaite contre Phoenix au buzzer. C'est 2 équipes qui sont à peu près playoffables. Ça peut arriver. La défaite qui fait vraiment mal au crâne, c'est celle contre Charlotte. Et Ouais. en fait, en regardant le match, moi, je me suis presque dit qu'en fait, cette équipe d'OKC, elle était devenue trop dépendante à cette intensité qu'elle met à chaque rencontre. Et parfois, quand, pour une raison X ou Y, cette intensité n'est pas présente, l'équipe est vraiment en souffrance. Et c'est typiquement ce qui s'est passé face à Charlotte, où ils ont pris une énorme claque, hein. Il y a quasiment 30 points d'écart. Bon, voilà, est-ce que je suis inquiet pour OKC? Franchement, non, hein. C'est une équipe qui a du vécu maintenant. Ils ont été titrés l'année dernière en réussissant à sortir de situations compliquées. Ils sont allés remporter 2 Game 7. Denio a déjà prouvé qu'il était capable de s'adapter, de prendre des décisions fortes. Alors, il faut pas non plus oublier que malgré leur bilan remarquable, avant cette période un peu plus compliquée, leur saison, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Il y a eu beaucoup de blessés. C'est Voilà, il y a des aléas, ils ont jamais vraiment eu le temps de s'installer au complet dans la saison. Et puis il y a un autre élément, c'est que c'est l'équipe à abattre en fait. Ils ont pas le droit d'avoir un jour sans, parce qu'en face toutes les équipes sont à 200%. C'est un peu le revers de la médaille d'être l'équipe que tout le monde annonce comme étant ultra dominante. Et finalement, peut-être même que tout ça est un mal pour un bien, tu vois. Les discussions autour du record des Warriors vont définitivement cesser. Ils auront plus ce truc-là qui va les trotter dans la tête. Steve Kerr avait dit plusieurs fois hein, que d'aller chercher le record en 2015-2016, ça avait eu des conséquences sur leurs playoffs, que le groupe était usé mentalement, physiquement. Bon, si le Thunder peut s'éviter d'être dans le même cas, c'est pas plus mal. Et c'est aussi une piqûre de rappel pour eux. Ils ont beau être les grands favoris cette saison, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas être à 100%. Le niveau en NBA est plus homogène qu'on peut le croire, et si tu veux gagner, tu dois faire tout ce qu'il faut pour.
Donc, voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux que je retienne de ça? Bah, ils sont tout simplement humains, ils ont pas tant de marge que ça sur les autres. Euh, on va pas oublier non plus que la saison dernière, ils passent tout près de sortir en demi-finale de conf face à Denver. Et donc oui, si OKC veut bâtir la dynastie que certains évoquaient en début de saison, bah, il va falloir se battre pour ça va pas leur tomber tout cuit dans la bouche. Et cette période-là, pour moi, dans leur cas, ça peut être plutôt positif, en fait, pour la suite. Ouais, je comprends tout à fait. Juste une aparté quand même. Ça met quand même en perspective la dinguerie absolue qu'avait été cette saison des Warriors en Oui, 2016, quoi. absolument. Non mais c'est ça, Ce- ça montre à quel point c'était hors du temps ce qu'ils ont fait. Très sincèrement, cette saison des Warriors et de Stephen Curry, enfin les deux, hein, c'était couplé. Je pense que c'est une des saisons les plus folles à laquelle j'ai jamais assisté de toute ma vie, quoi. Ouais, C'était vraiment une folie pure cette saison des Warriors. ouais, mais à Et, quel et prix, tu c'est vois? dingue parce que oui non mais complètement, mais complètement. Non mais tu À sais que quel en fait prix? moi c'est un vrai sujet parce que j'ai vu un peu du coup à cause de la mauvaise période d'OKC, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de discussions là-dessus et il y a des gens qui défendent l'idée que c'est c'est plus incroyable d'avoir fait ce bilan de régulière que d'avoir été choper le titre parce que ce bilan de régulière, c'est un truc quasiment, enfin que beaucoup voient comme étant quasiment imbattable et qui a marqué l'histoire. Mais jamais de la vie, pour moi, ça concurrence un titre, quoi. Jamais. Bah, c'était la force, ça restera la force des Bulls de 96, c'est d'avoir fait le double, d'avoir réussi à concrétiser leur saison, quoi. Ouais, c'est ça. Historique. D'avoir réussi à aller au bout, ouais, tout à fait. D'être allé au bout. Le 2016, bon, il s'est passé plein de choses dans les playoffs 2016. Énormément de choses. Curry qui se fait les. Enfin, qui se blesse premier tour, je crois. Je sais plus contre qui c'était. Je me demande si c'était pas contre Houston, un truc comme ça. Mais il dérape, il dérape et il se blesse. Et ça l'a freiné pendant tous les playoffs. Il manque de se faire éliminer face au Thunder. Il faut que Klay Thompson ait un match hors du temps dans le Game 6 à OKC pour que il reste en vie. Et puis ils perdent cette finale alors qu'ils mènent 3-1. Ouais. Draymond Green qui se fait suspendre parce que il a enchaîné les fautes techniques, notamment en tapant dans les parties de Steven Adams en finale de conférence face à OKC. Et puis bah, il se fait avoir par la patrouille, quoi, parce qu'il fait le geste de trop sur LeBron James qui le provoque un peu. Et voilà. Et derrière, LeBron James et Kyrie Irving sont absolument. Je pense qu'ils font le Game 5, Game 6, Game 7 de LeBron et Kyrie Irving, c'est absolument mais époustouflant c'est irréel la production qu'ils ont, quoi. Ouais. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire. On parlait du Thunder. Effectivement, le Thunder, écoute, t'as raison. C'est pas plus mal pour eux qu'ils soient sortis de cette discussion du record absolu. Je suis content en tant que fan qu'on ait arrêté ces discours d'invincibilité aussi parce que le calendrier s'est un peu corsé. Ils avaient un calendrier plutôt cool pour débuter la saison. Tout à fait. Voilà, ça n'empêche pas qu'ils étaient absolument dominants. Hein. C'est la manière a été très impressionnante. Là, on voit que depuis, sur les 12 matchs, là, les 12-13 matchs qu'ils ont disputés depuis ces premiers 25, voilà, il y a une baisse aussi d'adresse en termes d'adresse à 3 points, ce qui a beaucoup pesé dans l'efficacité de l'équipe. Je suis pas inquiet. On sait ce qu'est cette équipe du Thunder. Ils sont très dépendants de la production offensive de Shai Gilgeous-Alexander, qui a pratiquement, il doit être impérativement à un niveau MVP si l'équipe veut dominer. Et faut que ça soit couplé à une défense de fer. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ils sont tenus à cette espèce d'intensité qui, quand elle baisse, ils sont jouables, ils sont prenables. Ça, on le réalise. Ça n'empêche que cette équipe est partie pour avoir le meilleur record de la saison régulière, de loin, pour faire une saison ultra dominante. Ça ne change pas pour l'instant. Et il n'y a pas péril en la demeure, quoi. C'est ça, en Et fait, c'est...
on Jalen sait. Williams l'a très bien expliqué lors de la conférence de presse. Voilà, on est humain, on peut avoir des baisses de production. Nous, on n'est pas inquiets. Ça va nous servir justement à nous reconcentrer, à nous remobiliser, à comprendre qu'on n'est pas exempt voilà, d'avoir une baisse de production, d'avoir une baisse d'intensité, et ça va nous aider pour la suite. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une équipe enfin, en fait, ils savent déjà qu'ils ont tout ce qu'il faut pour gagner, en fait, tu vois. Et c'est là où il y a une petite différence pour moi avec les Knicks, c'est que les Knicks, eux, ils sont quand même en recherche de. En fait, ils ont pas encore ces certitudes-là, tu vois, les Knicks. Et donc, effectivement, pour les Knicks, cette série un peu plus compliquée, avec la série de 4 défaites face à San Antonio, Atlanta, Philadelphie et Détroit, et surtout cette gifle face à Détroit, dans une affiche face à ce qui semble être les deux meilleures équipes de la conférence Est, que beaucoup voient déjà se retrouver en finale de conférence. Ça fait un peu plus mal pour le coup, tu vois. Alors, je vais pas, dans le cas des Knicks, tomber dans le catastrophisme non plus, parce que il y avait des absents, toutes les équipes ou presque ont des T'as passages à raison. vide dans une saison, mais ça nous montre quand même que cette équipe n'a pas de marge sur ses concurrents à l'Est, et surtout, ça montre que Mike Brown, pour le moment, n'a pas démontré la capacité à trouver des solutions quand l'attaque s'enraye. Et c'est vrai que c'est une des choses qui Mm. nous intriguait tous les deux avec cette équipe, c'était savoir si ces Knicks seraient capables de mieux défendre quand nécessaire. Et pour le coup, on reste un peu sur notre faim. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Michael Bridges a pointé du doigt après la défaite face à Atlanta, en expliquant notamment que si l'adresse n'était pas au rendez-vous, bah, il fallait justement redoubler d'efforts en défense et pas se laisser décourager comme ça a pu être le cas sur cette rencontre. Donc, je vais pas dire que je suis inquiet pour les Knicks parce que c'est une péripétie dans une longue saison régulière, mais je trouve que c'est un test qui va être vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir voir de quel bois est fait ce groupe, quelles ressources mentales ils ont. C'est aussi un vrai test pour Mike Brown. Pour moi, c'est son premier gros test depuis qu'il est à la tête de cette équipe. Là, tu vois, ils partent sur un road trip de 4 matchs où ils vont jouer Phoenix, Portland, Sacramento et Golden State. On va voir où ils en sont après ces 4 matchs. Ils ont réussi à enrayer la série de défaites à domicile face aux Clippers. Ça n'a pas été simple. Ils ont à nouveau fait une première mi-temps vraiment compliquée, mais ils ont réussi à remonter, à montrer un autre visage, pardon, en deuxième mi-temps. Mais ouais, j'avoue que j'ai plus hâte de voir comment les Knicks vont s'adapter et vont réagir dans cette période-là. Bon, je pense que ils ont la capacité de le faire. On sait très bien qu'ils ont le matériel pour défendre beaucoup mieux que ce qu'ils défendent. On sait aussi que Josh Hart, par exemple, est absent. Et Josh Hart, il est hyper important pour cette équipe dans sa capacité à dicter le ton en termes d'intensité notamment. Donc sans être très inquiet, tu vois, j'ai plus d'attentes sur ce que vont nous montrer les Knicks dans les prochains jours et Mm. les prochaines semaines. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les Knicks ont un problème majeur, c'est leur défense. Ouais. Il faut absolument régler ce problème-là. Là, sur une période de 10 matchs, ils avaient la 28e défense de la ligue. Ça le fait pas. Quand tu vois le Tu peux pas avoir matériel, de, c'est honteux. voilà, tu peux pas Franchement, avoir c'est honteux. d'ambition concrète si tu continues à patauger dans la choucroute comme ils le font actuellement. Comme tu l'as très bien dit, on l'a déjà dit également dans le podcast, les Knicks ont le personnel pour avoir une excellente défense, du moins, au moins une défense mid, au moins entre la 15e et la 10e défense de la NBA, c'est possible, ils ont le personnel pour. Les gros problèmes aujourd'hui qu'ont les Knicks, et je pense que si tu es fan des Knicks, c'est exactement là où il faut regarder, c'est le volume de tirs à 3 points que tu concèdes, couplé au volume de tirs au cercle que tu concèdes. Et habituellement, quand tu es une équipe viable défensivement, tu concèdes soit l'un soit l'autre. Les Knicks concèdent les deux. Et ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Euh, une équipe qui fait ça, c'est les Pelicans. Les Pelicans, regardez leur classement à l'Ouest et dites-moi si ça va. Non, c'est pas un bon exemple. Ça ne va pas C'est très pas bien. l'exemple que tu as envie de suivre. Donc les Knicks, faut clairement régler cette problématique-là. Ils sont pas bons sur l'attaque, sur le point de l'attaque, l'attaque sur le ballon au moment où l'attaque adverse commence à se mettre en place. Là, ils ont du mal à défendre ça. Et un autre point noir, et là, c'est plus problématique, il me semble, notamment sur le long terme et en playoff, c'est la défense en drop de Karl Anthony Towns qui ne va pas. Karl Anthony Towns ne comprend pas comment défendre en drop. Il est nul. Je suis désolé de le dire un peu violemment. Mais c'est pas Mais nouveau, hein. non, c'est pas nouveau, exactement. Exactement, c'est pas nouveau. On sait aussi qu'il a tendance à faire des fautes, souvent des fautes bêtes, qui ne sont pas des fautes utiles.
et ça le met des fois en difficulté parce que ça contraint Mike Brown à le mettre sur le banc et les autres coachs qu'il a eu auparavant, que ce soit Finch, Thibodeau, voilà. Karl Anthony Towns se retrouve souvent avec des problèmes de faute qu'il pourrait éviter, ou du moins il pourrait ne pas se retrouver en permanence avec ces mêmes problèmes. Donc c'est ça qu'il va falloir régler côté New York, et ça va être intéressant de voir comment ils vont s'en sortir, quoi. Et la défense, pareil, les switches défensifs, on voit que ils en font de moins en moins. C'est ce qu'ils avaient bien réussi à faire, notamment avec Karl Anthony Towns face à Boston en playoff la saison dernière. Là, ça fonctionne beaucoup moins bien. La fréquence des switches est beaucoup plus faible. À voir, est-ce que c'est une tendance lourde? Est-ce que c'est juste un mauvais moment à passer? Est-ce que c'est quelque chose que le coaching staff peut corriger? Je veux croire que oui, parce que moi j'ai des grosses ambitions pour cette équipe. J'y crois à mort, hein, c'est ce que j'ai annoncé depuis le début de la saison. Je pense que c'est l'équipe qui représentera l'Est en finale NBA. Mais effectivement, comme tu le dis très bien, la claque que leur ont mis les Pistons. Puis les Pistons, tu sens que c'est personnel, quoi. Tu sens que la défaite au premier tour l'an dernier en playoff, elle est dans la tête, et que si jamais il y a une confrontation entre ces deux équipes en playoff, ça va saigner, quoi. Ah, je veux tellement. Ah oui, moi aussi, je veux. Non, mais ouais, ça va être intéressant. Est-ce que tu penses que si d'ici la fin, là, tu vois, là, le 20-25 janvier, il n'y a pas d'amélioration, et même que, par exemple, le road trip à l'Ouest s'est mal passé, est-ce que tu penses que le front office pourrait être tenté de faire des trades? La sortie médiatique de James Dolan m'a halluciné, je t'avoue. Ouais, mais c'est James Dolan, hein, il faut Ouais, pas... non, mais attends, ce gars-là, on connaît son pouvoir de nuisance. Oui, ouais, c'est ça. Qui est quand même colossal. Et à partir du moment où le gars, il commence à s'exprimer sur les décisions, bon, on sait que le front office d'Enix a réussi jusqu'alors à mettre un espèce de cordon sanitaire entre James Dolan et leurs décisions. Donc, pourvu que ça dure, j'espère pour les fans d'Enix que c'est exactement ça qui se passera. Je ne pense pas que ce soit... J'ai du mal à croire que les Knicks vont faire un panic move d'ici la date limite des transferts. Bah, après, surtout, je vois pas pour qui, en fait. Enfin, encore Giannis serait sur le marché, ok, mais tu vois, sinon... Il y a un très bon article de The Athletic où il cite les noms de José Alvarado, Keon Ellis ou Ochai Agbaji des Raptors. Voilà, c'est le rédacteur, là, comment il s'appelle, qui est spécialisé dans les Knicks, James Edwards III, qui a écrit ça, qui propose ces trois propositions. Si c'est un role player de ce tonneau, pourquoi pas? Ça demandera pas à changer des pièces majeures de l'effectif. Donc là-dessus, moi, je suis pas. Pourquoi pas, tu vois? Un gros transfert qui met en péril un joueur majeur de la rotation. Et Josh Hart, par exemple, je le considérerais comme un joueur majeur de la rotation. Non, je ne pense pas. Je pense que cette équipe est constituée telle qu'elle est, et que, pour le coup, je crois James Dolan dans le fait qu'il n'y aura pas de changement majeur. Ouais. Mais un changement périphérique, pourquoi pas. Anthony Davis à la place de Karl Anthony Towns, là. Non. Ça, je le vois pas. Non, mais je plaisante, non, moi non plus. Non, mais ouais, effectivement, en fait, moi, j'ai tendance à penser qu'ils ont ils ont le matériel pour faire mieux, pour progresser défensivement, pour trouver plus de régularité dans l'intensité, parce qu'il y a ça aussi, c'est que sur les matchs qu'on a vus là, bon, il y a des moments où on a un peu envie de les secouer, quoi, tu vois, où on a un peu l'impression que ils sont étonnants, les Knicks, parce qu'il y a un moment, ils étaient nazes. Ensuite, ils ont eu une bonne période, et je me suis dit, bah tiens, ils sont de retour, les Knicks, c'est cool, ça fait plaisir à voir. J'ai l'impression qu'ils sont en train de vraiment lancer leur saison, et limite, tu te dis, ils vont partir sur un gros run pendant plusieurs semaines. Et là, ils ont rechuté lamentablement. Ouais, puis ils sont encore sur un courant alternatif qui ne me rassure guère. Oui, c'est ça. En fait, tu vois, c'est ce qu'a dit Mike Brown après. Je crois que c'était après le match contre Philadelphie,
où en fait, en conférence de presse, il s'est plaint du rythme et il a dit, mais c'est quand même fou, on remonte la balle en marchant. Enfin, et vraiment, en fait, tu sens qu'il était hyper frustré, tu vois, par le manque de vitesse et Mm. d'intensité mis par ses joueurs. Et c'est aussi là que je pense que, tu vois, la présence d'un mec comme Josh Hart, ça va leur faire du bien, parce que c'est un peu la valeur étalon en termes d'intensité, ce mec-là, tu vois, il est toujours il est toujours à 2000%, et je pense qu'il inspire aussi un peu ses coéquipiers, il influe, il donne un peu ce côté-là, mais c'est vrai que c'est frustrant. En fait, c'est frustrant de voir à quel point ils peuvent être. Franchement, ils peuvent avoir une attaque incroyable quand ils le veulent. L'attaque, elle fonctionne super bien. Et tout à coup, là, ça s'est mis Mm. à complètement tousser, ça s'est complètement enrayé. Et c'est ce qui est frustrant, c'est que les dernières fois où on a parlé d'Enix, on était confiant en disant ils vont hausser le ton en défense, machin et tout. Et en fait, Tout à fait. finalement, ce à quoi on assiste, c'est que non seulement ils n'osent pas le ton en défense, mais c'est même l'attaque qui a baissé de régime, quoi. Tout à fait. Et Tout à franchement, fait. les déclarations de Brunson, par exemple, après le match face aux Clippers, elles ne sont pas ultra rassurantes. Hein. Brunson qui te dit on avait absolument besoin d'une victoire, alors on a joué avec l'énergie du désespoir. Et ça va, les gars, y a pas tranquille. Enfin, tu vois, genre, c'est pas non plus. Enfin, je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'il voit la situation plus problématique qu'elle ne devrait l'être. Ouais, écoute. Je suis pas très étonné après avoir atteint un espèce de zénith avec leur victoire dans la NBA Cup et tout ça. Je pense que c'est dur pour une équipe de se relancer émotionnellement et tout ça. J'ai l'impression que ça fait un peu partie du problème également, de se recentrer émotionnellement et de relancer sa saison avec l'objectif playoff devant. À voir. On va en reparler de façon d'Enix, c'est sûr et Bien certain. sûr. Mais à voir ce qui se passe d'ici la date limite des transferts, effectivement. On va terminer le podcast, parce qu'il faut qu'on termine ce podcast, parce qu'il y a d'autres urgences à gérer après dans nos existences. Je voulais parler de la piqûre annuelle concernant Rudy Gobert, qu'on déteste ou qu'on aime notre pivot français. Une chose est certaine le concernant, il reste à 33 ans un défenseur exceptionnel, que ça vous plaise ou non, un des meilleurs de l'histoire de la NBA, que ça vous plaise ou non. La défense de Minnesota est parmi l'élite de la ligue avec lui sur le terrain et s'écroule totalement quand il n'est pas là. On peut continuer à le ridiculiser avec des clips isolés pour le faire pour se moquer de lui parce qu'il se fait griller une fois dans un match par un attaquant sur une action lambda, ok, pourquoi pas. Mais si tu regardes les chiffres sont formels, son impact défensif est hors du commun. Il signe une de ses meilleures saisons de sa carrière et je voulais juste le rappeler parce que je continue de voir des gens qui se tapent des délires le concernant, qui continuent de dire que ce mec est une fraude ou je ne sais quoi encore. Il y en a qui le critiquent parce qu'ils aiment pas qui est Rudy Gobert pour ces trucs extra sportifs. Alors ça c'est un autre débat dans lequel je rentrerai pas. Mais sportivement parlant, basketballistiquement parlant, excusez-moi du peu, mais c'est quand même un joueur all-time, quoi, qu'on le veuille ou non. Bah écoute, ouais, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que moi je trouvais qu'il avait un peu de mal en début de saison, ce qui me faisait redouter qu'on soit un peu au début de la fin, ce qui serait pas honteux, hein. Il a 33 ans et beaucoup de joueurs commencent à décliner vraiment à cet âge-là. Mais là, depuis un moment, il est redevenu énorme, et quand il est comme ça, il est tellement dominant en défense. Alors oui, c'est pas forcément des choses qui se voient dans le box score, ce qui d'ailleurs a poussé certains analystes NBA à mettre en avant son rôle récemment, parce qu'il est encore et toujours critiqué par des gens qui soit ne regardent pas les matchs, soit sous-estime son impact défensif. C'est quelque chose qui changera jamais. Et d'ailleurs, Eric Spoelstra lui a rendu hommage après la victoire Ouais. des Wolves face à Miami. Et il a eu des mots extrêmement justes. Il a parlé d'un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue. C'est une analyse qui, à mes yeux, est très juste, qui est quand même absolument fou quand on sait qu'on parle d'un quadruple défenseur de l'année. Bon, écoute, je, pour moi, tant qu'il est reconnu par des gens comme Eric Spoelstra, qui sont des savants absolus du basket et des références historiques de la ligue, bon, voilà, tant mieux. Moi, je suis absolument persuadé que c'est un des plus grands défenseurs de l'histoire. Ça l'est, ouais. Ouais, voilà. Factuellement, ça l'est. Il y Mais a- voilà, et effectivement, moi j'adorerais qu'il ait un nouveau titre de défenseur de l'année, ce qui lui permettrait d'être le seul de l'histoire à en avoir 5. Alors, j'y crois pas parce que je pense qu'il est tellement détesté aux États-Unis qu'il y a
pas beaucoup de gens là-bas qui ont envie que Rudy ait cette reconnaissance-là. Hein. C'est pas forcément un argument très intelligent, mais vu sa cote de popularité et les critiques qui se mangent depuis toujours de la part des médias et de certains joueurs, ça m'étonnerait pas tant que ça. Mais ouais, non, ça fait super plaisir de le voir revenu à ce niveau-là et de voir que malgré les années qui passent, il reste une référence absolue en termes de défense. Et franchement, c'est cool de voir ça fait plaisir. Sur les 37 matchs joués cette saison, les Gobert, quand il était sur le terrain, il n'est arrivé que 9 fois que les Wolves perdent le duel face à l'équipe adverse quand il était sur le terrain. Toutes les 100 possessions, les Wolves sont plus 16,2 points, toutes les 100 possessions meilleures avec lui sur le terrain en défense, ce qui est absolument colossal. C'est un ratio de fou. C'est un game changer absolu. Si tu vois le on and off sur Basketball Référence, il est à plus 8,4 points selon qu'il soit là ou pas là sur le terrain. Donc encore une fois, impact ultra positif. J'adhère totalement à ce que tu as dit. À partir du moment où tu as des gens pertinents comme Eric Spoelstra qui reconnaissent son talent. Voilà, Chris Finch a dit, et je partage son opinion, il dit c'est assez enfantin les gens qui critiquent ce mec-là sans comprendre un seul instant quel est son impact. Et encore une fois, on parle pas de la personne, on parle pas de... Rudy Gobert est un joueur de basket extraordinaire défensivement parlant. Et ça ne m'empêche pas de penser, comme je le dis depuis un moment maintenant, que pour Minnesota, le meilleur moment pour transférer Rudy Gobert, ça serait maintenant. Il n'y a aucun moyen de recouper ce qu'ils ont donné, mais je persiste à dire que c'est maintenant qu'il faut l'échanger, parce que je pense que c'est maintenant qu'il a son pic de valeur. Et là oui, clairement. Je ne pense pas que ce soit le joueur qui permettra à cette équipe de dépasser ce qu'ils ont déjà fait et qui était très bien, c'est-à-dire d'atteindre 2 fois consécutives les finales de conférence. Et si tu es fan des Wolves, tu sais à quel point ça a de la valeur. Parce que, voilà, c'est quand même un joueur qui te permet de gagner, quoi. Largement. Le bilan collectif des Wolves depuis 2-3 ans, il y a énormément d'équipes NBA qui en rêvent. Ah, mais complètement. Et ça m'énerve, en fait, qu'on ne voit pas ça, en fait. Tu vois, c'est comme quand on parlait de Trae Young tout à l'heure. Atteindre une finale de conférence, là, comme l'ont fait les Wolves, atteindre 2 fois les finales de conférence. J'en vois encore qui disent « Ah, machin, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont donné pour récupérer Rudy Gobert. » Mais est-ce que vous en êtes sûr de ça ? Je veux dire, quand tu as fait 2 fois les finales de conférence, je suis désolé, mais non, quoi. Tu peux pas dire que c'est n'importe quoi, que c'était pas justifié. C'était totalement justifié. Tu fais 2 fois le Final Four en NBA. Tous les ans, il n'y a qu'une équipe sur 30 qui arrive à remporter le titre. Je veux dire, c'est énorme comme réussite, quoi. Oui, et puis on parle des Wolves. Gagner le titre, c'est pas une fin absolue en soi. C'est hyper compliqué. Et c'est pour ça qu'on célèbre les équipes et les franchises qui gagnent le titre NBA. Parce que c'est absolument monumental de réussir un truc pareil. Non, mais surtout pour une franchise comme les Wolves. Enfin, moi, j'ai aucun manque de respect, mais pour quelqu'un qui a commencé à suivre la NBA dans les années 2000 comme moi, enchaîner 2 finales de conférence pour les Timberwolves, c'est pas anodin du tout, hein. Et ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas atteint ce niveau de compétition. Donc, de quoi on parle sérieusement, quoi. Il y a un moment, voilà. Rudy Gobert, que vous l'aimiez ou pas, c'est un joueur de fou. Point. Il n'y a pas de débat. Et je voulais juste le rappeler, ça me fait du bien. Exactement. Charlie, merci de m'avoir accompagné. Écoute, merci à toi, c'était comme toujours un plaisir. Yes, magnifique. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, un excellent week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast NBA Corner. À ciao, bye bye.